Bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur la RSE et la santé environnementale étant considérées comme un des enjeux principaux de la décennie. Pour quelles raisons travaille-t-on de plus en plus sur ces sujets-là? Parce qu'on le voit bien, la population humaine et mondiale a été multipliée par 8 en un siècle quasiment et inéluctablement il va falloir changer nos habitudes de consommation. Cette démographie galopante a aussi participé à l'augmentation de la température sur la planète, on le voit sur cette image, avec un changement climatique qui est estimé à plus de 1,5 degré déjà dès 2034. On sait également qu'un quart des maladies ont une origine environnementale selon l'OMS. La raison principale, c'est la surconsommation de pétrole, le fait que l'économie soit très carbonée avec des effets collatéraux et des impacts sur les microbilles de plastique également à cause de ces déchets. Nous retrouvons même ces microbilles aujourd'hui dans le sang humain. Ça fait partie des conséquences sanitaires très importantes. Et en bout de chaîne alimentaire, nous retrouvons des plastifiants même dans les œufs des animaux sauvages. Alors quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui les dirigeants se lancent dans des stratégies RSE? Eh bien en général ce sont pour des valeurs des dirigeants, pour des raisons de rentabilité, d'efficience, d'efficacité, d'image de marque, d'attractivité pour faciliter les recrutements et pour respecter la réglementation actuelle et à venir. Quels sont les freins et les leviers? La plupart du temps, les freins sont considérés comme ceux de l'habitude, du confort, du désintérêt personnel, du manque de formation initiale et continue, mais également par l'absence de certitude de gain. Et ce sont souvent des démarches optionnelles dans les organisations. Il manque également d'outils et de méthodes accessibles, et l'idéal étant de mutualiser les bonnes pratiques et de bien connaître les leviers de financement de ces démarches. Quels sont les gains? Eh bien, ce sont de nombreux avantages commerciaux, cela répond aux attentes des consommateurs, cela permet d'améliorer la réputation, de différencier les marques, de fidéliser la clientèle, d'augmenter l'attractivité et d'obtenir des gains financiers sur le long terme. On le sait, 65% des jeunes aujourd'hui sont prêts à renoncer à des postes dans des entreprises qui ne prennent pas assez en considération l'environnement. En termes de définition, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et votre mission, la nôtre, c'est de mettre en place la RSE, qui est la contribution des entreprises et des organisations aux enjeux du développement durable. En termes de réglementation, on ne va pas les détailler toutes, il y en a beaucoup. La loi NRE, Grenelle, la loi PAC, la loi Elan, il y en a énormément, elles s'appliquent toutes à vos organisations. Mais j'insisterai plus particulièrement sur le plan national santé-environnement, le PNSE et le PRSE, qui permettent dans chaque région de fixer des objectifs en termes de santé environnementale. Voici un exemple pour la région Occitanie, avec les 4 axes intégrant l'ensemble des problématiques relatives à l'exposome. Il existe également des directives pour l'administration exemplaire avec 15 engagements principaux, le plan national d'adaptation au changement climatique, la Haute Autorité de Santé qui classe et cote les établissements de santé sur 31 items bien spécifiques qui sont contrôlés par des auditeurs extérieurs. Autorité de santé sur la santé environnementale toute récente puisqu'elle date de la fin de l'année. Et puis surtout, pour vous tous, membres du SNITEM, toute la taxonomie européenne, la CSRD, la CS3D, le devoir de vigilance, on voit même aujourd'hui des entreprises françaises qui ont été condamnées pour ne pas avoir respecté ce devoir de vigilance. Tout récemment, la feuille de route du ministère de la Santé, avec 7 objectifs opérationnels extrêmement précis qui vont impacter l'ensemble des établissements de santé du pays et bien évidemment leurs fournisseurs et leurs sous-traitants. La CNAM a également mis en place un contrat d'objectifs et de gestion intégrant de nombreux objectifs et notamment celui de la prévention des enjeux de la transition écologique, marqueur de l'engagement de l'assurance maladie pour les années à venir. Passons rapidement sur les certifications, 14 001, 50 001, 26 000, 20 400, et peut-être la norme sur l'éco-conception des soins à venir et de nombreux labels qui permettent aussi de réguler tout cela dans le monde de la santé. En résumé, trois grands défis à relever dans les années à venir. Agir pour le climat, améliorer les conditions humaines et préserver les ressources naturelles. Et pour cela, nous avons décliné, vous l'avez à l'écran, les différents enjeux, surtout sur la décarbonation. Vous le voyez, nous sommes aujourd'hui sur une empreinte carbone qui est très vaste. Et aujourd'hui, nous ne travaillons hélas que sur l'empreinte directe. Il est nécessaire de travailler sur l'empreinte également indirecte. Enfin, comment agir? Nous avons fait un exercice aujourd'hui autour de la démarche THQSE, très haute qualité sanitaire, sociale et environnementale, qui permet d'améliorer la qualité de vie globale, de structurer la démarche, de reconnaître les efforts grâce à un scoring extrêmement précis qui permettent de bâtir un plan d'action. Plan d'action qui, nous le voyons sur cet écran, sur cette action exemplaire de la société Vlad, permet d'obtenir les meilleurs résultats en termes de RSE.
Il existe également un label, vous le voyez à l'écran, de nombreuses organisations ont obtenu ce label sur ces 2 dernières années. Ce label est reconnu au niveau européen par le consortium Responsibility Europe. Il fait partie des 2 labels reconnus et nous sommes en train de créer un réseau d'acteurs engagés sur tout le territoire. Pour cela, nous avons fait un exercice interne pour calculer la tendance RSE d'un des participants, ce qui a permis d'obtenir l'infographie que vous voyez à l'écran, mettant en lumière les actions exemplaires, les actions en cours en orange et la période de risque en rouge. Je vais maintenant passer la parole à Fanny Auger qui va vous expliquer et vous faire un focus sur quelques thématiques. Je vais donc en effet vous faire un focus sur des thématiques qui concernent plutôt les produits et éventuellement les services que vous proposez. Tout d'abord sur les achats responsables qui sont régulés par plusieurs réglementations. Vous avez les principales affichées ici. 2 enjeux sur les achats responsables. Le premier va être en début de chaîne de valeur, c'est-à-dire de pouvoir challenger vos propres fournisseurs afin qu'ils puissent notamment assurer la traçabilité des produits, réduire les impacts environnementaux et développer avec vous une relation fructueuse. Et enfin, vous avez un autre défi qui est de répondre aux demandes de vos clients qui sont en évolution et qui sont de plus en plus demandeurs et challengeants sur les aspects RSE. Concernant les clients, il faut savoir qu'ils sont, pour tous les établissements publics, encadrés par le Plan national pour les achats durables qui fixe comme objectif pour 2025 le fait d'intégrer dans 100% des marchés une considération environnementale et dans 30% d'entre eux une considération sociale. Pour répondre à cette demande, on voit de plus en plus les critères qui sont insérés dans ces 10 marchés passer de critères globaux, non discriminants qui portent sur l'entreprise et qui sont cotés, pondérés à maximum 5%, typiquement avez-vous une politique RSE, aller de plus en plus vers des critères précis et techniques qui vont permettre de discriminer 2 offres sur le critère RSE, qui vont cette fois-ci porter sur le produit et non sur l'entreprise, et enfin à atteindre des seuils de pondération plus élevés, entre 10 et 20%. C'est le chemin qu'on est en train de prendre. Pour vous guider là-dedans, plusieurs outils sont en train d'être créés. Les principaux thèmes sur lesquels vous serez challengés seront l'éco-conception de vos produits, les atteintes à la santé environnementale des patients ou des soignants, la transparence sur tout le processus de fabrication, d'acheminement, et puis les efforts faits au niveau du transport logistique, ce qui concerne notamment la réduction des déchets et l'empreinte CO2. Au niveau de la relation avec vos fournisseurs, il convient de les évaluer, de les challenger et de les inciter à réduire leurs impacts environnementaux et améliorer leurs impacts sociaux. Il existe un outil, le label et la démarche plus globale RFAR, Relations fournisseurs-achats responsables, dont vous avez porté par le... Autre thématique, la santé environnementale, qui est la part de la santé induite par notre environnement, c'est-à-dire qu'on considère que tout ce qui est notre environnement, au sens ce qui nous entoure, permet d'influencer notre santé. C'est ce qu'on appelle l'exposome. De cet exposome naît un plan national santé-environnement qui érige plusieurs priorités. Nous avons fait un focus sur le fonctionnement des perturbateurs endocriniens, qui est une révolution dans la maîtrise des risques chimiques, puisque le fait qu'il n'y ait pas de dose à partir duquel ceux-ci deviennent problématiques revient remettre en cause totalement la gestion des risques chimiques en Europe et fait qu'il passe un petit peu à travers des différentes réglementations. Les établissements de santé sont attentifs et de plus en plus attentifs à ces problématiques, notamment en ce qui concerne les taux de DEHP dans les dispositifs médicaux et les stérilisations à l'oxydéthylène notamment, mais pas que. Enfin, dernier sujet concernant les produits, il s'agit de l'éco-concept des impacts environnementaux uniquement des produits ou services. On la pratique en 3 étapes. La première est l'évaluation environnementale. La deuxième est l'amélioration et enfin la dernière est la communication environnementale. Vous avez ici plusieurs méthodes d'analyse environnementale que l'on classe classiquement selon 2 critères. Le fait, allant de gauche à droite, qu'elle soit qualitative ou quantitative, que l'on soit capable de chiffrer les bénéfices. Et de bas en haut, le monocritère versus le multicritère, c'est-à-dire qu'on puisse prendre en compte plusieurs impacts environnementaux. Vous le voyez, la seule méthode qui permet d'être à la fois quantitative et multicritère est l'analyse de cycle de vie, ACV. C'est la méthode privilégiée, mais qui
en contrepartie est la plus complexe à mettre en place. Vous avez ici les 3 piliers de l'analyse de cycle de vie. Le premier est l'approche cycle de vie, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'ensemble des étapes d'un produit ou d'un service du berceau à la tombe, c'est-à-dire toujours 5, l'extraction des matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation et sa fin de vie. Le deuxième pilier est l'approche multicritère. On va mesurer plusieurs impacts environnementaux, par exemple le changement climatique, la consommation d'eau, l'utilisation de ressources minérales rares, la pollution environnementale, la pollution humaine, etc. On peut aller jusqu'à 18 critères environnementaux. Enfin, le dernier est la fonction du produit, c'est-à-dire le service rendu. Ça permet de comparer ce qui est comparable. Par exemple, si nous voulons comparer un iPhone à un ancien téléphone, vu que nous utilisons le téléphone à peu près que 10% du temps pour téléphoner, nous devrions comparer l'impact de 10% d'un iPhone à celui d'un ancien téléphone. Voici un exemple de résultat d'analyse de cycle de vie qui permet de manière objective de comparer différents scénarios et différents dispositifs médicaux. Ça, c'est la partie évaluation. Ensuite, il convient d'améliorer et de réduire l'empreinte environnementale. Un exemple ici, on voit que sur des nourettes en verre, l'impact sur la toxicité humaine est très élevé, c'est la barre ici. Quand on creuse sur l'origine, on s'aperçoit qu'il s'agit de la pollution humaine générée par l'utilisation d'acier dans le couvercle de cette nourette, quelque chose qui pourrait facilement être changé. Pour terminer sur les produits, un sujet qui est de plus en plus important et préoccupant, c'est l'eau. Il existe une norme qui permet de mesurer l'empreinte eau d'un produit, qui permet de sortir plusieurs indicateurs. Les premiers qui sont quantitatifs, les deuxièmes qualitatifs. Au niveau quantitatif, il s'agit de l'eau prélevée. Ensuite, on a l'eau consommée, c'est-à-dire l'eau prélevée moins l'eau qu'on va rejeter dans l'environnement. Et enfin, la privation d'eau, puisque selon où l'on se trouve sur la planète, les enjeux de disponibilité de l'eau sont différents. Donc on prend en compte cet aspect dans la privation de l'eau. Et enfin, les aspects qualitatifs, c'est-à-dire la pollution de l'eau que l'on rejette avec différents paramètres, l'acidification de l'eau, l'eutrophisation, c'est-à-dire le développement d'algues, et enfin la toxicité environnementale. Enfin, les 3 autres sujets à aborder rapidement, l'énergie, l'empreinte carbone, le fait de réduire son empreinte, un focus important sur la réglementation qui vient de changer puisque maintenant l'État a appliqué une nouvelle sanction de 50 000 € pour le non-respect de ses obligations et de 100 000 € en cas de récidive. En ce qui concerne aujourd'hui que ça fait partie des facteurs d'attractivité majeure des jeunes générations, il existe donc des outils permettant de mesurer le bien-être, le niveau de stress, le climat social, l'ambiance générale dans une organisation. Enfin, en termes de gouvernance, quels sont les 6 critères majeurs de la gouvernance d'une stratégie RSE ? Eh bien, vous l'aurez dans le détail, mais il est évident que l'engagement de la direction est le premier critère, l'intégration de la RSE dans la stratégie de l'entreprise le second, de définir tout ce qui touche la gouvernance et la responsabilité de cette gouvernance est le troisième critère, le dialogue avec les parties prenantes, la transparence et le reporting, et la formation et la sensibilisation des acteurs. Voici les grands enjeux de la RSE, les grands défis à relever. Et maintenant, nous avons envie de vous dire, Fanny Auger et moi-même, c'est à vous de jouer.